Jean-Marc. Ouais. Nadia. Ça va? Oui, je peux vous dire. Il n'y a pas une table de traitement comme pour les trucs à diapos. Comme ça, Mesdames, Messieurs, bonjour. J'apprécie beaucoup la proposition que vous faites les organisateurs d'intervenir ce matin sur un sujet dont l'intervention de la vice-présidente du Sénat a montré à la fois l'actualité, mais aussi la difficulté et l'importance des enjeux de toute nature que nous pourrons bien sûr pas étudier au fond au cours des heures à venir. On m'a confié la présidence, l'animation de la première table ronde dont l'objet est le suivant, l'état des lieux de la médecine personnalisée, où en est-on ici et ailleurs. En tant que président de ce groupe, j'ai deux missions. D'abord, de présenter un certain nombre de réflexions introductives et également d'intervenir plus personnellement concernant la recherche en médecine personnalisée. Cette table ronde, elle comporte 4 personnes, 2 chercheurs, un anthropologue et puis le président qui n'est ni l'un ni l'autre. Nous avons chacun 15 minutes pour intervenir et pour laisser un temps suffisant à quelques échanges à l'issue de nos présentations. Première mission, donc, quelques réflexions introductives. Je vous en livre 3. D'abord, le bon usage des mots, l'explosion médiatique et les conséquences de la médecine personnalisée sur le dialogue médecin-malade. Le bon usage des mots. Il apparaît en effet que depuis quelques années, il y a un nouveau vocabulaire qui surgit, et comme souvent, lorsque les choses vont vite, il y a un décalage par rapport aux mots et à l'évolution des concepts. Je prendrai quelques exemples. On parle de médecine de précision, d'ailleurs en sachant qu'il y a aussi une agriculture de précision qui curieusement comporte les mêmes objectifs, c'est-à-dire adapter au niveau des parcelles, voire même des sous-parcelles, l'utilisation à bon escient des investissements, ne serait-ce qu'en pesticides et en engrais. Tout à fait intéressant, puisque ça s'appuie sur l'imagerie, sur l'informatique et la géolocalisation. Je ne vous parlerai pas du tout de l'agriculture de précision, mais c'est quand même un parallèle qui peut être intéressant et qui vous donne un peu d'air. Alors, médecine de précision, médecine personnalisée. Dans la table ronde numéro 2, le professeur Angelo Passi fait état d'une sorte d'évolution dans le temps en décrivant, après la présentation qui est faite de sa conférence, médecine de précision aujourd'hui, médecine personnalisée demain. Je ne retiens pas cette disposition, je crois que pour le moment, l'un et l'autre de ces termes sont utilisés, et je ne vois pas très bien d'ailleurs la différence qui pourrait intervenir pour les distinguer. Ensuite, traitements ciblés et traitements personnalisés. J'écarte les traitements ciblés. Les traitements ciblés ne sont pas un élément essentiel des traitements personnalisés. Les traitements ciblés sont intervenus il y a bien des années, déjà à travers la radiothérapie, à travers la finesse des faisceaux, les croisements des faisceaux, pour faire en sorte que l'irradiation soit la plus concentrée possible sur la tumeur, mais en faisant totalement abstraction de ce qui caractérise maintenant la médecine personnalisée. Et puis également les nanomédicaments, qui eux aussi sont un instrument des traitements ciblés, mais qui ne sont pas du tout liés à la personnalisation. Donc j'en arrive pour les traitements, aux traitements personnalisés, qui s'appuient, ça a été dit par la vice-présidente du Sénat, sur la signature génétique, à travers l'importance extrême de la génétique, du séquençage et du concept de mutation de l'ADN. J'en arrive maintenant à l'autre considération, c'est l'explosion médiatique. Il apparaît dans nos sociétés modernes un nouveau droit, qui est le droit à l'innovation. On le connaît de mieux en mieux, on les connaît de mieux en mieux par la médiatisation, et on en revendique le bénéfice. Mais l'expérience nous montre quotidiennement que le citoyen espère dans le progrès, espère dans la science, espère dans l'innovation, mais tout en récusant l'idée même de risque.
Or, il n'y a pas d'innovation sans risque et c'est un concept difficile à faire comprendre. C'est lié même à l'innovation. On en reparlera, même si ce n'est pas le principal sujet d'aujourd'hui. Il y a à la fois un espoir du citoyen, il y a une impatience et également il y a beaucoup d'illusions et de déceptions qui sont liées pour une part par une médiatisation qui est souvent excessive, en tout cas souvent déraisonnable, alors même que le rôle des médias pourrait être aussi sensible de faire la part de ce qui est, de ce qui sera peut-être et de ce qui ne sera pas. La médecine personnalisée perçue par le patient est un élément extrêmement important. Pour le patient, il est reconnu en tant que personne. Je crois que c'est un des éléments dont peut-être l'anthropologue parlera tout à l'heure, mais c'est là où il y a une avancée. Encore faut-il savoir dans quelles conditions cette reconnaissance de l'individu dans un ensemble va pouvoir se traduire au-delà même des traitements dits personnalisés. C'est un traitement pour lui. Alors, troisième point de mes réflexions introductives, les conséquences sur les relations médecin-malade. C'est un dialogue qui de toute façon est toujours inégal. Quoi qu'on fasse, et quel que soit le comportement et la proximité du médecin qui veut, bien sûr, approfondir ce dialogue, mais on en voit bien à la fois la nécessité et les limites. Or, en matière de traitement personnalisé, de médecine personnalisée, c'est la douche froide. Et ça, il faut bien comprendre, quelle que soit la générosité des propos qui ont été tenus et qui sont tenus encore, à travers les efforts financiers qu'il faut consentir, eh bien, les traitements personnalisés, formule lapidaire, il n'y en a pas pour tout le monde. Et ce n'est pas demain la veille qu'il y en aura pour tout le monde, pour des raisons qui sont liées à la génétique, au séquençage, à l'expression des données, dont on parlera sans doute au cours de la journée. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et alors, comment un patient qui se verra prescrire des prescriptions, j'allais dire, courantes, non personnalisées, pourra considérer qu'il est normal s'il y a des intolérances ou s'il y a une inefficacité, que l'intolérance ou l'inefficacité soit due au fait que le médecin n'a pas choisi le traitement qui lui convient. Donc, je ne fais le procès de personne, je mets à la place du patient, d'autres que moi s'exprimeront en son nom, mais je dis qu'on doit se garder, le médecin, le chercheur et le médecin doivent se garder d'entretenir des illusions dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elles ne pourront pas être immédiatement satisfaites. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma mission, c'est-à-dire recherche et médecine personnalisée. Je ne vais pas me substituer aux chercheurs que je ne suis pas et il est trop tard pour que je devienne. J'apporterai simplement une contribution à travers mon expérience de législateur, mon expérience de président de l'Institut Curie pendant 12 ans et de ancien membre du comité consultatif national d'éthique, dont je salue l'ancien président, et du comité international de bioéthique de l'UNESCO, dont je salue l'ancienne présidente. En tant que législateur, la recherche biomédicale et les essais cliniques. On le sait, beaucoup d'entre vous le savent, qu'il y a toute une méthodologie qui s'appuie sur 4 phases. Or, ces 4 phases, que je ne vais pas détailler, 2 d'entre elles s'appuient sur les comparaisons. Les comparaisons, et la troisième, à partir de la seconde, de la troisième phase, s'appuie sur les grands nombres, c'est-à-dire des échantillons de plus en plus nombreux, étudiés avec un recul de plus en plus long, pour déceler même des risques exceptionnels, ce qui est prévu d'ailleurs, une exigence de la loi particulièrement de Kouchner, où le législateur et les procédures doivent exclure l'éventualité d'accidents, même exceptionnels. Ce qui signifie qu'il faut des cohortes extrêmement nombreuses. Or, des cohortes extrêmement nombreuses et les exigences de traitement comparatif ne tiennent pas dans la perspective des essais cliniques des traitements personnalisés. Je ne vais pas développer ce point, mais il y a une incompatibilité. Autrement dit, même la loi de 88, à laquelle je reste attaché, quelles que soient les évolutions qu'elle a pu connaître, ne s'applique pas sans modalité particulière pour la recherche sur les traitements personnalisés. C'est la nature même qui le fait, et non pas une sorte de tolérance pour ces traitements avec les espoirs qu'ils peuvent générer. Donc ces capacités, il y a caducité de ces 2 démarches, les études comparatives, quel est le médicament, le traitement de référence par rapport à une molécule dont on pense que c'est un traitement personnalisé. En posant la question, vous connaissez la réponse. Les statistiques sont impossibles et la présence de statisticiens exigée dans le cadre des comités de protection des personnes n'a plus donc sa raison d'être.
En tant que président de l'Institut Curie, ancien président, j'affirme que la recherche dans ce domaine ne peut être qu'une recherche intégrée. Je pense que les chercheurs qui sont ici le confirmeront, c'est-à-dire un continuum entre la recherche et le soin, avec le développement de la recherche transactionnelle. Le séquençage et l'accélération du progrès technologique, avec le séquençage qui est de plus en plus rapide, avec des coûts qui, au lieu de s'élever, se diminuent, va entraîner une foule de données à travers les big data, avec cette masse d'informations dont on doit s'interroger pour savoir s'il n'y a pas un seuil au-delà duquel on sera bien dans l'incapacité d'exploiter utilement une telle masse de données pour savoir quelles sont celles qui sont indispensables au progrès et celles qu'on peut au moins temporairement laisser de côté, avec la place de la bioinformatique. Donc tous ces éléments, et des biobanques, et les centres de ressources biologiques pour lesquels se pose, je pense qu'Emmanuel Séval nous le dira cet après-midi, la question du consentement des personnes qui acceptent que des tumeurs ou des données, des éléments biologiques qui leur appartiennent, pour lesquels ils ont donné un consentement, peuvent être utilisés à d'autres fins. C'est le changement de finalité sur lequel, avec Emmanuel, depuis plusieurs années, nous menons une campagne, y compris auprès des parlementaires, sans être entendus, en faveur de ce que nous proposons d'appeler de consentement optionnel. Du point de vue de l'éthique, d'autres en parleront, mais l'idée même de médecine personnalisée entraîne une inégalité d'accès aux soins. Je crois qu'on ne peut pas faire semblant d'imaginer que ce ne sera qu'une question d'argent. Ce n'est pas exact. C'est en fonction de l'empreinte génétique, et uniquement en fonction de l'empreinte génétique, que telle molécule pourra être indiquée et dont une personne ayant une empreinte différente ne pourra pas bénéficier. C'est aussi une question de lucidité et d'honnêteté intellectuelle. Alors j'en ai pratiquement terminé, et je ne pourrais pas être là cet après-midi, je le regrette, entre autres, pour écouter les conclusions de Jean-Paul Abezen, qui lui a intitulé son intervention « L'accès peut-il être équitable ?» Et je pense que ça sera une des questions essentielles, mais il y a tellement d'autres questions qui se posent dans un domaine comme celui-là, que je suis certain que vous ne regretterez pas votre présence cet après-midi, et ce matin, j'espère, et je vous souhaite beaucoup de satisfaction pour les heures qui viennent. Merci beaucoup, et je donne maintenant la parole.